Thierry dell'Università di Marne-la-Vallée e non Charles de Gaulle Lillois come abbiamo scritto erroneamente qui. Prego. Allora Geneviève ci parla invece de la fin du duché au début de l'Empire, 10 ans de transition en Bavière à la lumière de Chartres. Grazie Cristina, parlo anche francese. L'intégration du duché des Bavarois dans le royaume des Francs passe pour avoir été l'opération peut-être la moins sanglante du règne de Charlemagne, puisque, outre quelques affrontements armés dans la vallée de la Dige en 784 entre les troupes bavaroises et celles du comte Rodbert, un des Francs nommé par Charles pour contrôler la frontière nord de l'Italie, et d'ailleurs battu par les Bavarois, la chute de Tassillon lors du procès de juin 788 permet à Charles de pénétrer en Bavière et de s'y installer à peu près sans coup férir. Dès l'automne 788, Charles réside à Ratisbonne, c'est-à-dire au cœur même du duché, dans lequel aucun roi franc n'avait pénétré depuis 757. Et le 25 octobre, il délivre un diplôme où la capitale ducale est mentionnée dans la formule de datation comme Civitas Nostra. Il est très probable que Charles a tenu à Ratisbonne une assemblée générale au cours de laquelle les grands laïcs et ecclésiastiques de Bavière ont alors reconnu son autorité. Et on peut dire que dès 787, c'en était fini de l'indépendance du duché, puisque après la soumission de Tassillon au Lechfeld, tous les grands de Bavière, y compris les évêques, doivent serment de fidélité à Charles, et on ne voit pas se manifester de résistance compte tenu de la pression militaire qui est exercée par les Francs et de la position du pape qui est ouvertement favorable à Charlemagne. Donc apparemment, tout est simple. Il est probable, bien sûr, que l'apparente facilité avec laquelle la Bavière a trouvé sa place dans l'Empire franc masque des années de transition qui ont pu être beaucoup plus difficiles qu'il n'y paraît, non seulement pour les éventuels opposants à la puissance franque, mais même pour des groupes largement ralliés à Charlemagne, ne serait-ce qu'en raison de la modification des règles du jeu, si on peut dire ça comme ça, imposées par le nouveau pouvoir. Alors, je ne reviendrai que très rapidement sur les oppositions qui se sont manifestées. Dès 788, les annales royales nous disent que les partisans de Tassillon ont été exilés et Bernard Bischoff a rassemblé dans sa publication des lettres et formulaires de Salzbourg des missives émanant évidemment de cercles, en particulier ecclésiastiques, mais pas seulement, favorables à Tassillon et extrêmement inquiets quant au sort qui leur sera réservé par le roi franc. Ce ne sont là toutefois que des indices très minces, même si on peut également penser que des Bavarois ont participé à la révolte de 791 dirigée par le fils de Charles, Pépin le Bossu, dont la condamnation a eu lieu justement à Ratisbonne en 792. Charlemagne a résidé de manière ininterrompue en Bavière entre 791 et 793, c'est-à-dire plus longtemps que n'importe où ailleurs dans le royaume, à l'exception d'Aix-la-Chapelle, ce qu'il jugeait probablement nécessaire non seulement pour diriger la première phase des opérations contre le royaume des Avars, mais aussi certainement pour stabiliser son pouvoir au sein du duché. Enfin, il faut sans doute mettre la réapparition de Tassillon au concile de Francfort en 794 au compte d'éventuelles difficultés de Charlemagne en Bavière, même s'il est très difficile de savoir précisément lesquelles. Alors je voudrais davantage m'interroger ici sur les modalités de la transition, puisque c'est notre sujet, opérée entre l'époque ducale et l'époque carolingienne, et j'ai choisi de me fonder sur la documentation
conservées dans les chartes entre donc 788 et 799, 10 années qui représentent la montée du pouvoir de Charles vers la dignité impériale et aussi, d'une certaine manière, la normalisation des relations entre le roi franc et l'aristocratie bavaroise, aussi bien laïque qu'ecclésiastique. Alors un mot d'abord sur la quantité des chartes que cela représente, une quantité plus importante qu'on ne pourrait croire. Donc si on regarde les livres de tradition des églises de Bavière, on trouve à Freising, il existe, qui est le quartier le plus riche, il existe environ 70 actes qu'on peut dater des années 790. Le problème étant que la datation est souvent faite par regroupement, que beaucoup d'actes n'ont pas de formule de datation. En revanche, à Ratisbonne, il n'y en a que 4, dont 2 qui sont datés, et une vingtaine à Passau. Bon, à l'intérieur de cette petite moisson, je me suis d'abord intéressée aux actes justement qui portent une formule de datation se rapportant explicitement au règne de Charlemagne. J'en ai trouvé 2 à Ratisbonne et 19 à Freising. La variété des formules et le fait que le scribe soit rarement le même interdit de penser là à l'application d'un simple formulaire. Alors bien entendu, ce n'est pas la mention du règne de Charles qui est intéressante, ce sont les circonstances dans lesquelles elles apparaissent et qui me semblent révéler tout d'abord un certain flottement dans les années 788-790, donc les 2 premières années, et avant l'installation, je dirais, de Charlemagne à Ratisbonne. Stefan Freund a récemment fait remarquer que dans ces 2 années, l'évêque de Freising, Atto, qui passe pour avoir été, comme toute sa famille, tout le groupe familial auquel il appartient, le groupe des Huosi, ce groupe passe pour avoir été les partisans de Charlemagne dès la première heure. Pourtant, on voit que cet évêque a quand même laissé rédiger des actes, plusieurs actes, entre 788 et 790, dont les formules de datation renferment une critique assez évidente envers le pouvoir de Charles. J'en citerai un seul, le plus flagrant, un acte du 28 avril 790. Il s'agit de la donation d'un couple dont on a conservé 2 versions. Le couple s'appelle Venilo et la femme s'appelle Pilihit. Ils disent qu'ils sont des nobili genere horti et ils donnent tous les biens qu'ils possèdent, y compris leur église, dans un lieu assez proche de Freising. Le clerc Willibert, qui dit avoir rédigé l'acte sur l'ordre de l'évêque, l'a daté de la manière suivante, donc dans la première version, Anno secundo quod nognus rex Carolus Baiuariam adquisivit ad Tassilonem clericavit, et dans la deuxième version, In segundo anno quod translatus est Tassilo dux de regni suo. Bon, c'est d'ailleurs la dernière mention de Tassilon conservée dans un acte, et il est clair qu'il faut créditer là les donateurs d'une sympathie évidente pour le duc. La femme Pilihit, qui est des nobili genere, porte un nom qui renvoie à Pilitraute, la précédente duchesse, et peut laisser penser donc à une grande proximité avec la famille même des ducs de Bavière. Bon, on ne sait rien de plus sur ces personnages qui disparaissent ensuite complètement de la documentation, et on peut bien sûr imaginer qu'ils se sont effectivement retirés d'une certaine manière, mis entièrement sous la protection de l'évêque de Freising en donnant toute leur propriété à l'Église. Alors on peut mettre cette charte en relation avec d'autres faites à Passau dans les mêmes années, 788-789, notamment celle par laquelle Edburg, qui est une veuve, et son fils Into, qui est connu comme Gastalius ducal, remettent leurs biens à l'Église, probablement dans le but de les protéger, et tous ces actes portent également une formule qui dit imprimo anno quando Domino Carlo Rege Francorum adquisivit gentem Baiuariorum. Alors il faut bien sûr ajouter que dans ces mêmes années, 788-90, on trouve aussi des formules de datation très laudatives à l'égard de Charles, en particulier, un exemple, celle qui est contenue dans l'acte du 1er octobre 788,
fait à Freising, au moment même où Charles réside en Bavière pour la première fois, une formule rédigée par un scribe, un diacre de l'église de Freising qui s'appelle Snellmott, et qui est tout à fait magnifique au sens propre. Hein. Actum in castro non cupante fricissinga, sub die consule, regnante domino magnifico atque glorioso Carolo recre Francorum atque Langobardorum seu et Patricio Romanorum. Dans cet acte de donation, une certaine Deotlint donne à Freising tout ce qu'elle possède, 2 manses avec leurs dépendants. Et le premier témoin de l'acte est un comte qui s'appelle Alprat, qui est attesté dans la région de 765 à 802, ce qui montre bien sûr que l'organisation des pouvoirs, au moins à l'échelon local, n'a pas été modifiée, en tout cas dans un premier temps. Mais dans cette liste de témoins, on peut aussi remarquer que dans le premier acte où Alprat est mentionné comme témoin en 765, la liste est ouverte par un diacre qui s'appelle Arne, et qui est le futur archevêque de Salzbourg. On trouve aussi dans cette liste de témoins un autre comte qui s'appelle Metzi, dont on reparlera. Et cet acte de 765, qui rassemble donc tous ces personnages qui réapparaissent à l'occasion de l'acte de 788, qui date des années de Charlemagne, et bien dans le premier acte où on les trouve en 765, l'acte est daté des années de règne de Pépin et de l'Incarnation. Ce qui n'est pas du tout l'usage. En 765, il est plutôt d'usage de dater du règne de Tassillon, voire de Tassillon et de Pépin, ça existe aussi, comme on le voit dans les actes qui précèdent celui-là. Alors, bon, tout ceci amène bien entendu à conclure à des connexions très anciennes entre les Carolingiens et un certain nombre de groupes aristocratiques bavarois. Mais on reviendra sur cette question qui pourrait déplacer en fait le problème de la transition en le considérant, je dirais, d'un point de vue plus global, c'est-à-dire sur un temps plus long que la simple chute de Tassillon lui-même. Alors, en tout cas, il n'est pas impossible que ces années 788-90 aient été des années difficiles en Bavière. Et sans parler de tentatives de sédition, on a depuis longtemps repéré l'inquiétude des églises, notamment, qui cherchent à faire confirmer leurs droits, et notamment les grands monastères qui ont été fondés ou comblés de cadeaux par les agilolfingiens. Le cas emblématique reste bien sûr celui de l'abbaye de Chiemsee, qui a été donné par Charles à l'église épiscopale de Metz, dans un geste dont la portée symbolique était sans aucun doute transparente pour les contemporains, puisqu'il donnait une abbaye de fondation ducale à la ville de son ancêtre, à l'église de son ancêtre, Saint-Arnoux. L'inquiétude était probablement très vive à Kremsmünster, dont l'abbé Vater avait été le chapelain de Tassillon, et on sait qu'à la fin de l'année 790, Vater n'a pas hésité à faire le voyage en plein hiver jusqu'à Worms pour obtenir du roi la confirmation écrite des possessions de l'abbaye avant que les troupes franques ne fassent mouvement vers la vallée de l'Enns, où est situé le monastère, contre les Avars. Alors, nous avons le diplôme de Charles, le 3 janvier 791, en faveur de l'abbaye, qui stipule quand même que d'une part, certes, Vater possède des chartes, mais que avant de tout confirmer, il devra les faire expertiser, les faire authentifier. Et que d'autre part, les titres de propriété émanant de l'autorité ducale sont désormais sans aucune valeur. Et on reconnaît dans cette réponse celle qui avait déjà été faite à l'abbé de San Sesto, qui demandait en 781 la confirmation d'une donation faite par le roi Adelchis. Alors ce ne sont pas seulement les monastères agilolfingiens qui se sont sentis menacés par le changement de régime, mais sans doute aussi les églises épiscopales, comme en témoigne la rédaction de documents récapitulant les propriétés et les droits des églises, notamment la Notitia Arnonis, mais aussi les livres de tradition de Passau et de Ratisbonne, dont le classement originel ne correspondait pas du tout
à l'ordre chronologique comme on le trouve maintenant dans l'édition, mais répondait à un regroupement géographique des biens, tendant à présenter ainsi un véritable inventaire. Même Arndt de Salzbourg, qui passe aussi pour avoir été un agent carolingien en plein duché agilolfingien, a obtenu le diplôme de confirmation des biens de son église en 790, mais il n'est pas du tout évident que l'église de Salzbourg n'ait pas eu elle-même à souffrir de la chute de Tassillon. On voit dans le diplôme de 790 que 2 cellae sont restituées à Arnes, mais rien ne dit qu'elle ne lui ait pas été enlevée par le roi lui-même dans un premier temps. Ça, c'est pas clair. Alors, tout ceci nous indique que le prétendu ralliement immédiat des élites, notamment ecclésiastiques, à Charlemagne dès 788, est beaucoup moins évident qu'on ne le dit habituellement. Et il faut insister sur le fait que même ceux qui apparaissent dans l'historiographie comme les précurseurs du ralliement aux Carolingiens, en particulier Arndt de Salzbourg et les Bosi, donc, qui tiennent le siège épiscopal de Freising, ne doivent pas être considérés a priori comme des agents du pouvoir franc en Bavière. La brillante carrière d'Arndt de Salzbourg après 788 n'autorise pas à dire qu'il a toujours été du côté de Charles. Et comme je l'ai dit, les premiers actes de l'épiscopat d'Atto de Freising montrent suffisamment la période de flottement qui a prévalu probablement jusqu'en 791, c'est-à-dire jusqu'au début de la campagne de Charles contre les Avars, campagne qui lui permet de se rallier durablement l'aristocratie en utilisant un certain nombre de méthodes que je vais évoquer maintenant. Alors, la volonté de consolider le pouvoir carolingien en Bavière s'exprime de plusieurs façons. D'abord en renforçant la coopération avec les évêques, ensuite en ouvrant un champ d'expansion à l'aristocratie laïque et ecclésiastique par la lutte contre les Avars, mais aussi en rappelant symboliquement la place de la Bavière au sein du royaume des Francs. Selon l'astronome, c'est durant une grande assemblée à Ratisbonne tenue le 28 août 791 que Louis, le fils de Charlemagne, qui est aussi fils d'Hildegarde, dont Régine a parlé tout à l'heure, Hildegarde qui est apparenté de manière sans doute très proche aux Agilolfingiens, donc à la famille ducale, ce Louis donc est reconnu majeur par la cérémonie de remise des armes a lieu à Ratisbonne en 791. Alors la nouvelle coopération avec les évêques est marquée par la nomination d'Arndt de Salzbourg comme missus royal. Il est mentionné ainsi pour la première fois dans un acte rédigé à Lorch-sur-Lens le 20 septembre 791 aux côtés du Praefectus Gerolf, qui a donc en charge le gouvernement de la Bavière, et le Camerarius du roi qui s'appelle Megintrius. Alors cet acte est assez intéressant pour nous parce qu'il s'agit d'un conflit intrafamilial qui est tranché par les missi royaux. Le groupe en question est justement le groupe des Bosi et qui se dispute au sujet des droits sur l'église Saint-Martin de Haushausen, qui est disputée donc entre deux personnages, Iltiport et Egilolf d'une part, le prêtre Eio et ses frères d'autre part, qui se plaignent de ce que les deux premiers ont envahi les biens qui leur appartiennent. Alors pour essayer de résoudre le conflit, les Bosi ont d'abord convoqué une réunion du groupe familial. Mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et ils ont porté alors l'affaire devant l'évêque de Freising, dont Eio dépend en tant que prêtre. Mais l'évêque, Atto, ne se saisit pas de l'affaire. Il conseille aux Bosi d'aller porter leur conflit devant le tribunal des missi, qui se trouve alors à Lorch, donc sur Lens, c'est-à-dire quand même à 250 km au bas mot, de Freising où il se trouve. C'est ce qu'ils font, donc, et le procès dure 3 journées. Malheureusement, on ne sait pas ce qui se dit ni ce qui se
passe à ces journées, très dommage, à l'issue desquelles Aiguilolf et Hiltiport sont juridiquement déboutés, et ils acceptent de rendre les biens à Eyo et à ses frères, selon un accord qui est très compliqué et qui ne nous intéresse pas ici directement. Ce qui est important, c'est qu'on a là le premier exemple de procédure judiciaire en Bavière, faisant appel aux huissiers royaux, pour résoudre un conflit qui est interne à un groupe familial. Et ce qu'on voit, c'est que contrairement à l'époque de Tassilon, où le duc lui-même et les évêques jouaient en général un rôle de pacificateur pour maintenir l'équilibre entre les grandes familles, entre les groupes qui composent l'aristocratie, et même à l'intérieur de ces groupes qui sont très larges et très indifférenciés, le duc et les évêques donc coopéraient au rétablissement de la paix au moyen de ce qu'on appelle la culture du compromis, c'est-à-dire dans un mode de résolution des conflits qui fait appel à des négociations extrajudiciaires. Eh bien, désormais, l'évêque n'agit plus ici comme un médiateur, il se place systématiquement dans le cadre des assemblées judiciaires où l'hémicie dominici, par ailleurs, avantage toujours les représentants de l'Église. Même ici, c'est-à-dire dans le cadre d'une affaire dans laquelle apparemment l'Église de Freising n'est pas partie prenante, ce sont les ecclésiastiques de la famille qui remportent le procès. Et on peut voir comment ce qu'on peut appeler les droits de l'Église deviennent une ressource exploitée par certaines branches de ces vastes groupes familiaux au détriment d'autres branches du même groupe dans la compétition pour le pouvoir et pour la propriété. Alors dans ce cadre, si vous voulez, les institutions judiciaires étant mises au premier plan, la fonction missatique qui est confiée à Arne de Salzbourg revêt une importance tout à fait fondamentale. Arne représente un véritable point d'intersection entre l'autorité du roi franc au nom duquel il agit en tant que missus, l'aristocratie bavaroise dont il est issu, et le réseau des églises de Bavière, avant même qu'il n'exerce la prérogative archiépiscopale. Alors, Charlemagne a nommé également missus l'évêque de Ratisbonne, Simpert, et en ce faisant, il a gagné à sa cause les deux évêques les plus puissants en Bavière, qui sont aussi d'ailleurs les deux évêques qui siègent dans les anciennes capitales ducales, Ratisbonne et Salzbourg. Simpert est certainement le plus âgé de tous les évêques de Bavière, et il est probable que, comme Arne de Salzbourg, il a pour mission de manifester une certaine continuité entre les deux systèmes. C'est un mode d'association au pouvoir franc qui, certes, place les institutions judiciaires au premier plan, mais permet aussi à l'ensemble de l'aristocratie de considérer ces institutions comme des éléments autochtones, puisqu'elles s'incarnent dans des personnalités issues des grandes familles locales, qui ne sont pas, pour le dire très rapidement, ce ne sont pas les Francs qui font la loi en Bavière, ce sont les Bavarois nommés par le roi. Alors, dans le même temps, la lutte contre les avares et le butin qu'elle procure permet à Charles de se montrer, d'une part, comme le défenseur de la chrétienté et le fer de lance de la mission, et d'autre part, lui permet de détourner l'aristocratie des luttes internes en lui offrant un large champ d'expansion vers l'Est. Les datations de diplômes des années 791 du type Actum est Eoanno quod Dominus Carlus intravit in Runia, ou encore Factum est in allo illo quando Rex Carolus fuit cum oste in Avaria, montrent assez l'impact de cette politique sur l'aristocratie. Dans ces actes, justement, les deux que je viens de citer, qui datent de mars et août 791, on trouve un certain nombre de grands parmi les témoins, et de manière assez récurrente, le nom de Helmuni. Or, il se trouve que l'étude du groupe familial autour de ce Helmuni est un bon exemple, je crois, de la transition opérée par l'aristocratie bavaroise entre le duché de Tassillon et le royaume de Charlemagne. Alors, un mot d'abord sur ce groupe familial. J'aurais dû faire un schéma, mais bon, c'est toujours très compliqué de représenter ces groupes qui sont très peu hiérarchisés. Donc, cette Helmuni, il a été repéré depuis longtemps par les historiens parce que c'est un nom relativement rare. Et
Ceci dit, on ne parvient jamais à rattacher tous ces éléments, Helmuin, etc., Helmonie, à un ancêtre commun. Alors il semble qu'il y ait trois grands groupes de Helmonie qui s'interpénètrent. Hein. Un groupe au nord, à l'extrême nord de la Bavière, c'est-à-dire dans le Swalafeld, près du diocèse d'Eichstätt, dont Régine parlait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment la frontière avec ce qu'on peut appeler la Thuringe. Un autre groupe autour de Freising même, et un troisième groupe autour de Salzbourg, chacun de ces groupes ayant bien sûr des connexions avec d'autres groupes aristocratiques. Alors l'un de ces Helmuni qu'on peut le mieux connaître porte le titre de comte et il est attesté jusqu'en 808. Et il est probablement le même que celui qui porte le titre du Judex en 808. Ce comte, le Helmuni, a eu certainement une position de pouvoir très importante dans les années 780-790, en raison justement de son implantation dans le Swalafeld, donc à la frontière nord de la Bavière. Alors, il n'est pas exclu que cette branche de la famille Helmuni soit également apparentée à celle du comte Maschhelm, un très grand personnage de l'aristocratie bavaroise, qui a probablement assuré la régence en Bavière même à l'époque où Tassilo était encore mineur. Ce sont des gens qui sont typiquement possessionnés dans toutes sortes de régions, y compris hors de la Bavière, qui font des donations à Fulda et qui entretiennent des liens très nombreux avec les Francs, tout en restant, bien entendu, des fidèles du duc Agilolf-Hachien. Quoi qu'il en soit, dans les années 791-793, on trouve ce comte Helmuni qui souscrit immédiatement après Gerold et Meginfrid dans plusieurs procédures judiciaires, ce qui fait de lui une image, si vous voulez, un représentant de ces élites laïques qui ont été très proches des Agilolfingiens et qui se sont ralliés à Charlemagne. Alors, si on observe quelle est l'implication de ce groupe aristocratique dans la politique carolingienne, on constate que ce groupe est particulièrement présent dans ces fameuses chartes des années 790. Par exemple, à Ratisbonne, j'ai dit qu'il n'y avait que 2 actes datés. Ces 2 actes concernent des de Roning qui s'appellent précisément Helmuni et Bosso, hein, et qui portent là aussi des formules de datation très laudatives pour Charlemagne, qui est appelé Augustus en 791. À Freising, le groupe semble ancré autour des possessions d'un petit monastère de Grüntegenbach, qui est à quelques trentaines de kilomètres de Freising, à proximité de Isen, et où existait une église et sans doute un petit monastère sous le patronage de Saint-Martin. Alors, on a un certain nombre de donations entre 791 et 792 en faveur de cette église de Grüntegenbach, de cette église Saint-Martin. En particulier, en 792, Helmuni donne ses biens de Grüntegenbach à l'église de Freising, à condition que l'évêque prenne en charge l'éducation de son fils Anno, qui doit devenir ecclésiastique et qui est probablement le futur évêque de Freising. Cet acte est daté Regnante famosissimo regi Carolo. Enfin, en 817, le petit monastère de Grüntegenbach reçoit une donation du noble Mézi avant son départ pour la ville de Tours, où on imagine qu'il va effectuer un pèlerinage sur le tombeau de Saint-Martin. Alors ce Mézi, dont le nom n'est pas très courant dans les chartes, nous renvoie au comte du même nom dont j'ai parlé tout à l'heure, qui figure parmi les témoins de l'acte de 765, qui est daté des années du règne de Pépin. Bon, j'abrège parce qu'il est très difficile d'accumuler ces informations qui sont liées à des lieux particuliers. On va en fait construire des cartes. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces informations montre la connexion de ces groupes aristocratiques autour d'un lieu de pouvoir dont l'Église est dédiée à Saint-Martin, ce qui évidemment conduit à poser la question de l'obédience, si j'ose dire, carolingienne, voire pippinide. Les dédicaces à Saint-Martin sont assez nombreuses en Bavière et elles sont en général interprétées comme l'orientation manifestement pro-carolingienne des fondateurs,
C'est notamment le cas des Rosy, l'église qui est au cœur de la dispute de 791, donc le premier cas porté devant les missiles royaux, est une église dédiée à Saint-Martin. Et c'est vrai, on le dit également, de la famille du comte du Traunau, qui s'appelle Graman. Alors, est-ce qu'il faut considérer ces groupes comme des opposants aux agilolfingiens, c'est-à-dire comme des groupes qui auraient finalement récolté le fruit de leur trahison après la chute de Tassilo? Bon, je crois qu'il faut renoncer à croire à l'existence de cette sorte de cinquième colonne pro-franque dans la Bavière ducale, parce que les relations entre l'aristocratie bavaroise et les Francs ne datent évidemment pas de 787, on s'en doute. Et ce qui paraît clair, c'est que la période de transition entre les deux systèmes a profité évidemment à ceux sur lesquels Charles a pu s'appuyer, à condition que ces derniers acceptent finalement les modifications de la règle du jeu, comme on peut le voir lors du différend qui oppose précisément Charlemagne à ce comte Helmuni, exemple par lequel je terminerai. Alors nous avons là aussi la chance d'avoir une charte datée de 793, dans laquelle Helmuni raconte comment il est entré en procès avec le fisc royal au sujet de biens du Swalafeld, donc toujours cette région au nord de la Bavière, qui voulait donner à l'église de Freising pour le salut de son âme. Et les missi lui ont fait remarquer qu'il ne pouvait pas donner ces biens parce que c'était des biens fiscaux qui ne lui appartenaient pas en pleine propriété. Et il dit lui-même dans la charte qu'il a été contraint. Quod ergo volens nolensque cum omni justitia consentire coactus sui. Il a été contraint de reconnaître qu'il était dans son temps. Alors, le débat évidemment est ouvert sur le point de savoir quand Helmuni a reçu ses biens fiscaux. Si c'est avant 788, cela ferait de lui pratiquement un fonctionnaire franc avant la chute de Tassilo. Si c'est après 788, c'est autre chose. Alors ça, de toute façon, on ne peut pas trancher sur ce point. Mais ce qui est clair, c'est que ces biens du Swalafeld sont limitrophes de ceux que le praefectus Hérold tient en bénéfice du roi, ce qui atteste bien de l'importance stratégique de la région, mais rappelle aussi que la puissance de ces familles se fonde toujours sur la concrétion, sur la coalescence entre des biens patrimoniaux et des biens tenus de l'autorité publique dans une même région. Alors le plus intéressant pour nous, c'est la manière dont se termine cet acte de 793, qui est un acte de donation. Apprenant donc que Helmuni a renoncé à considérer comme sa propriété les biens récupérés par le fils, Magnus Rex Carolus Clementissimus atque Christianissimus remet les biens au pouvoir de Helmuni à condition qu'il les donne à l'Église. Bon, certes, c'est ce qu'Helmuni avait l'intention de faire. Helmuni donne alors les biens à l'église de Freising pour le salut de son âme, comme il avait l'intention de le faire, et pour le salut de l'âme du roi Charles et de ses fils. C'est le seul exemple connu dans tout le cartulaire de Freising d'un jugement d'émissie qui a été défait par Charlemagne. Il nous montre, à mon avis, comment opère ce dernier. C'est-à-dire qu'il force par l'intermédiaire des tribunaux missatiques à la reconnaissance des droits du fisc et donc du roi, tout en manœuvrant pour répondre aux attentes de l'aristocratie régionale, tant laïque qu'ecclésiastique, qui fait désormais figure de débitrice du souverain, mais qui n'est pas pour autant humiliée. Au contraire, Charles réitère probablement ici sa confiance aux grands qui sont à son service, non seulement le comte Helmuni, mais aussi son fils Adumar qui consent. Le père et le fils font d'ailleurs une seconde confirmation de la donation avant de partir en pèlerinage à Rome entre 793 et 802. La charte n'est pas datée, mais ce qui manifeste le caractère effectivement héréditaire de la donation de Charles, puisque le fils de Helmuni doit consentir. Il est d'ailleurs probable que cet Adumar est le même que le comte qui est attesté à Vérone et décédé en 809, ce qui montre l'extension du champ d'action de ce groupe aristocratique dès lors qu'il est entré au service de la politique carolingienne. Alors cet exemple, hélas, est unique, bien sûr, et nous montre, je crois, la finesse du mode d'association de l'aristocratie bavaroise à la politique des Carolingiens. Une association qui passe évidemment par l'association au pouvoir direct, c'est-à-dire de charges publiques
charges comptables entre autres, aux revenus et au prestige qui y sont attachés, mais qui passe aussi par des donations exceptionnelles destinées à soutenir l'intégration conjointe du roi et des grands dans les réseaux de la Memoria. On appréciera que l'un des biens concernés par cette donation soit appelé Königsheit, c'est-à-dire Königsheit, la lande du roi. Je rappelle enfin que selon les annales de Salzbourg, en 793, Charles a définitivement confirmé les biens de toutes les églises de Bavière, une décision qui marque certainement la normalisation de la situation bavaroise par rapport à l'ensemble du royaume. Alors au-delà de 794, en effet, on ne trouve plus de traces de dissensions de cette sorte, et on imagine aisément ce qui a pu représenter la chute du royaume des Avars en 796 pour l'ensemble de l'aristocratie bavaroise. Même si la dimension symbolique et idéologique de la chute du khaganat est sans aucun doute plus importante que la politique de colonisation d'un territoire qui est très largement resté aux mains des chefs slaves, comme Walter Paul l'a dit il y a déjà très longtemps, les grands, en particulier ecclésiastiques, ont quand même vu se déployer devant eux une très vaste zone d'influence dont les formes mêmes de la prise de possession se rattachent à la politique carolingienne. Si on en croit un diplôme de Bruce germanique en 863, Charlemagne aurait autorisé les monastères de Bavière à prendre et à posséder, circum capere, dit le texte, autant de terres qu'ils le peuvent, sans leur accorder de titre de propriété. Alors je dirais donc pour terminer que la transition a été marquée en Bavière par une politique de prédation des contrées orientales, mais aussi par l'intégration des grands groupes aristocratiques dans les réseaux mémoriaux mis en place par l'Église carolingienne. Cependant, si on regarde bien, on peut aussi conclure que dans les deux cas, il s'agit là du prolongement d'une politique qui existait déjà à l'époque du duché agilolfingien. Charlemagne s'est appuyé en Bavière sur des éléments qui étaient en place longtemps avant lui, aussi bien la volonté d'expansion vers l'Est que l'organisation de réseaux qui dépassaient largement les cadres géographiques de la Bavière, ce qui manifeste l'appartenance profonde de la Bavière au royaume des Francs depuis très longtemps. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la transition du duché au royaume des Francs nous paraît à nous avoir été si facile. Je vous remercie. Bene, allora adesso facciamo una breve pausa di 10 minuti.